est encore grand. Le recensement général des entreprises devrait mieux faire ressortir le poids de ce secteur dans le taux de croissance au Sénégal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, est venu réaffirmer la volonté du Royaume d'Arabie Saoudite de renforcer les relations séculaires avec la République du Sénégal, une coopération qui touche tous les domaines. Adel Al-Jubeir au micro de Oumar Nying. Alaykoum salam. Alhamdulillah. Fine. How are you, Excellency? Good to see you. Thank you very much. It's a great honor. Je suis venu rendre visite à son Excellence le Président de la République pour lui transmettre les salutations de Sa Majesté le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, mais aussi du Prince héritier et du Vice-Prince héritier. Nous avons vu en revue nos relations communes, les relations qui sont très étroites, des relations excellentes, séculaires entre la République du Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Donc nous avons vu en revue toutes ces relations. Aussi, nous nous projetons pour raffermir davantage ces relations dans tous les domaines qui nous lient et aussi préserver nos intérêts communs entre les deux peuples et les deux pays frères et amis. L'Arabie Saoudite a toujours été le partenaire du Sénégal dans plusieurs domaines, dans le domaine du développement, mais aussi dans le domaine des infrastructures. L'Arabie Saoudite, depuis très longtemps, développe des projets d'infrastructures ici au Sénégal et c'est l'élan que nous allons davantage raffermir et renforcer avec nos partenaires sénégalais parce que le Sénégal est un pays très important pour l'Arabie Saoudite et c'est pourquoi nous sommes là pour voir quelles sont les voies et moyens pour que nous puissions davantage apporter des investissements, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour le bien commun de notre peuple. Et puis les autorités de l'enseignement coranique de Saint-Louis saluent la décision du chef de l'État de retirer les enfants talibés de la rue. Elles l'ont fait savoir au cours d'un entretien avec le chef de l'État. L'Institut islamique Serigne Malik Mohsin Diop de Santhiaba va bientôt inaugurer un dara moderne à Saint-Louis, un lieu où l'enseignement coranique sera associé au français et à l'anglais. Écoutons à ce propos le directeur des études qui répond ici aux questions de Pape Biram Biguenyaï. On a eu à l'inviter durant la cérémonie d'inauguration de l'Institut islamique Serigne Malik Mohsin Diop de Santhiaba, qui a été gracieusement construit par le philanthrope M. Alioune Ardo Sow. On a eu aussi à échanger sur des sujets concernant les daras. On a aussi eu à féliciter le président de la République pour l'engouement qu'il a eu à créer autour de la question des daras et l'encourageant pour son courage dans les décisions prises concernant la dara et la mendicité. En 2 siècles d'existence, l'Institut islamique Serigne Malik Mohsin Diop n'a jamais connu la mendicité. Alors, nous encourageons la politique du président de la République en ce sens. L'Institut islamique Serigne Malik Mohsin Diop est plus qu'un dara moderne. On arrive avec un concept tout nouveau. Ce n'est pas le franco-arabe, mais ce sera le franco-anglo-islamique, avec le Coran comme base de tous les enseignements dispensés dans l'Institut. Avec cela, avec le franco, nous voulons dire le programme de l'éducation nationale du Sénégal. L'anglais sera aussi une matière à part entière, de même que les sciences islamiques, en plus de l'informatique. M. Aliou Ardo Sow a doté l'Institut d'une salle informatique équipée de manière franchement très moderne, avec des équipements de dernière génération. Nous, encore une fois, nous le remercions. Le chef de l'État a assisté ce matin à la levée du corps de Amadou Lamine Niang. Le président Macky Sall a présenté les condoléances de la nation à la famille du défunt, président de la Chambre de commerce de Dakar, un entrepreneur émérite dont il salue le patriotisme et l'engagement au service de son pays. Voici le reportage d'Oumar Nying. À l'hôpital principal de Dakar, le chef de l'État vient rendre un dernier hommage à un monument du secteur privé national. Amadou Lamine Niang, c'est 25 ans de présidence à la Chambre de commerce de Dakar. Un parcours mémorable, une contribution remarquable à l'économie de notre pays. Monsieur le Président, chers membres de cette illustre Assemblée, Lamine a toujours voulu le meilleur pour notre pays
et nous a dignement représentés partout dans le monde. Une de ses grandes satisfactions aura sans nul doute été la transformation de la Chambre en un lieu jadis fréquenté par quelques initiés en une maison de tous les opérateurs économiques sénégalais. Lamine Niang n'a jamais voulu, Monsieur le Président, s'accrocher à la tête de la Chambre de commerce. C'est nous, et c'est donc nous qui sommes responsables. Et je voudrais ici demander pardon à Lamine et à sa famille. Tout ce qu'il a subi, c'était pour terminer une mission que nous lui avions confiée. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui a permis de le faire, puisque vous savez bien, Monsieur le Président, que, en ce qui concerne la réforme des chambres consulaires, c'est Lamine qui a supervisé tous les travaux et qui a permis aujourd'hui de produire un document qui fait référence. Et Monsieur le Président, je voudrais porter témoignage ici que sur son lit de mort, il m'a demandé de vous remercier en me citant deux circonstances. La première, c'est qu'au moment où il a décidé de quitter la Chambre de commerce, puisqu'il faut que vous sachiez que Lamine avait décidé de démissionner, il n'a pas voulu le faire sans vous rencontrer. Vous lui avez accordé une audience, il en est sorti revigoré. Et je vous remercie du soleil que vous avez mis dans son cœur. Il m'a chargé de vous remercier aussi parce que, avec son sens inégalable de l'humour, il m'a dit: Mansour, j'ai bien dormi hier nuit. Je lui dis pourquoi. Il me dit: lorsque j'ai entendu le Conseil des ministres parler de la décision prise par le président de lancer et d'accélérer la réforme des chambres consulaires, j'ai considéré que je pouvais dormir jusqu'à ronfler. C'est cet homme-là que nous accompagnons aujourd'hui à Touba. Le président Macky Sall et le défunt président de la Chambre de commerce de Dakar étaient très liés. C'est pourquoi l'éloge funèbre du chef de l'État est édifiant. En apportant les condoléances de la nation, il salue la mémoire d'un capitaine d'industrie engagé au service de son pays. Le Sénégal vient de perdre un de ses plus illustres fils. Lamine Niang a été un entrepreneur émérite, connu pour son engagement soutenu, son sens du devoir et sa haute idée de la perfection. Et là, je voudrais m'arrêter pour confirmer ce que Mansour Kama vient de dire. À plusieurs reprises, j'ai moi-même personnellement demandé à Lamine Niang de ne pas quitter la Chambre au milieu de la tempête et de nous accompagner jusqu'au renouvellement après que de nouveaux textes soient faits. Et notre dernier entretien, il y a environ un peu moins de 2 mois, j'avais compris sa volonté vraiment de quitter la Chambre. Et son insistance, ce jour, je lui ai dit: je comprends votre détermination. Donc, si vous avez trouvé un remplacement qui n'entraînerait pas de vagues, je crois que nous pouvons quand même vous libérer. Ça, c'était la dernière entrevue. Et c'est dire qu'il n'a jamais insisté pour rester à la Chambre de commerce. Au nom de la nation sénégalaise toute entière, je suis venu apporter un soutien affectueux et un réconfort moral à la famille de l'illustre disparu, qui lui savait si bien le faire pour les autres. C'est une famille réconfortée qui s'est adressée au chef de l'État pour son soutien constant, son assistance durant la maladie de Lamine Niang. Au nom de la veuve, Maître Doudou Ndoye révèle un contact permanent avec le président de la République durant l'hospitalisation du défunt à Paris. L'avocat, qui portait également la parole des amis, a été complété par l'oncle du défunt, qui a remercié le président Macky Sall, dont il salue par ailleurs
la haute posture d'un bon président de la République. L'imam de la mosquée du Point E a attesté de la qualité de musulman du disparu. Disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, Amadou Lamine est inhumé à Touba. Nous reparlons dans ce journal d'une affaire qui a défrayé la chronique cette semaine, la polémique entretenue sur la fin du mandat de Nafi Ngom Keïta. Ce mandat est bel et bien arrivé à terme. Hier, en conférence de presse, le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, a apporté quelques précisions. Mamoudou Samambo. Le départ de Nafi Ngom Keïta du poste de président de l'OFNAC alimente depuis quelque temps le débat public au Sénégal. Soucieux d'apporter des précisions et de donner la bonne information au public, le gouvernement du Sénégal s'est prêté ce mercredi à un exercice de mise au point devant la presse nationale et internationale. Un débat a été installé par certains, confondant un mandat arrivé à terme et non renouvelé avec un limogeage, ou prétendant allègrement que le mandat de Mme Nafi Ngom Keïta n'a pas expiré, car ayant débuté pour eux à la date de sa prestation de serment. Cet argument ne saurait prospérer pour la bonne et simple raison que la règle en l'espèce, c'est que les actes administratifs à caractère individuel produisent immédiatement leurs effets dès leur notification aux intéressés. C'est en vertu de cette disposition que durant cette période de 8 mois, allant de sa nomination à sa prestation de serment, Mme Nafi Ngom Keïta a perçu le traitement salarial réservé au président de l'OFNAC, en plus d'avoir joui pleinement des autres avantages et prérogatives attachés à cette fonction. Ces éclairages livrés Seydou Gueye de lister des manquements notés par le gouvernement dans la conduite de l'OFNAC ces derniers mois. Le gouvernement regrette les tentatives de manipulation de l'opinion ainsi que les fuites organisées de documents officiels confidentiels sur l'espace public. Ainsi, le gouvernement en appelle à la raison, à la retenue, au sens des responsabilités et au respect de l'éthique, des règles et principes qui gouvernent notre administration, dont le professionnalisme est reconnu partout, qui garantit à tout agent le respect de ses droits et la possibilité, en cas de violation, de faire recours pour que justice lui soit rendue. Le changement intervenu à la tête de l'OFNAC répond, selon le gouvernement, à la nécessité de donner un nouveau souffle à l'institution et d'accélérer les réformes et orientations relatives à la bonne gouvernance. Un pilier de la gestion de la chose publique instauré et surveillé de très près par le président Macky Sall. Dans ce cadre, il convient de souligner à son actif la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, la loi organique relative à la Cour des comptes, la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la loi numéro 2012-30 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC, la loi 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine, la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 portant réforme de l'organisation judiciaire, l'adhésion de notre pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ce sont là autant de dispositifs qui indiquent à suffisance que la promotion de la bonne gouvernance procède pour le président Macky Sall d'une vision et d'une mission sacerdotale que rien ne peut infléchir. En effet, notre pays jouit depuis mars 2012 d'une bonne réputation au plan international et son classement s'est nettement amélioré dans le Doing Business, l'indice Mo Ibrahim, l'indice de perception de la corruption de Transparency International
et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui, après son adoption, n'a été mise en œuvre qu'à la faveur de l'avènement du président Macky Sall. Des avancées que le gouvernement entend consolider et poursuivre pour maintenir le Sénégal dans les rangs des pays où la transparence et la bonne gouvernance sont acquises pour de bon. Le Sénégal, premier pays partenaire de la Banque islamique en Afrique subsaharienne, une place qui se conforte de plus en plus ces 3 dernières années. 24 projets pour un montant de 648 milliards de francs CFA ont été financés par le groupe. Depuis 1976, 1468 milliards ont été accordés à l'État du Sénégal. Fanta Badji. 187 milliards de francs CFA, c'est le récent montant approuvé par la Banque islamique de développement à l'État du Sénégal et le plus élevé accordé par le groupe BID à un pays de l'Afrique subsaharienne, destiné au projet de construction du train express régional devant relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Cet accord est l'une des plus importantes approbations de la coopération entre le Sénégal et la Banque islamique de développement. 2 projets approuvés récemment, le 31 juillet 2016, donc soit le dimanche dernier, par le Conseil des directeurs exécutifs. Il s'agit du train express régional AIBD et du projet d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, phase 2, PALAM, pour un montant de 12 milliards de francs CFA. Ces 2 nouveaux projets viennent compléter le portefeuille actif de la BID déjà très diversifié, dont le montant actuel s'élève à plus de 1,5 milliard de dollars, 856 milliards de francs CFA. La BID, fortement présente dans pratiquement tous les secteurs socio-économiques du pays, accompagne le Sénégal émergent. Les engagements pris depuis 2014 à Paris lors du groupe consultatif sont bien alignés sur les priorités du gouvernement. Constitué de 24 projets, soit 36 opérations, pour un montant total de 648 milliards de francs CFA, avec des approbations cumulées de 1,140 milliard de dollars, soit environ 627 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que du point de vue des approbations et en tenant compte de celles faites pour le TER et le PALA, la BID vient d'honorer, voire de dépasser ses engagements pris. L'exécution de ce portefeuille connaît cependant quelques contraintes. Quelques problèmes subsistent, dont les plus saillants sont relatifs aux lourdeurs des procédures de passation des marchés, aussi bien du côté de la BID que du côté du Sénégal. Le partenaire BID invite l'État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre des projets en cours pour la réalisation de ce retenu. Le taux de décaissement actuel du portefeuille de la BID au Sénégal, qui s'élève à 19%, après 3 années d'exécution en moyenne, nous interpelle. En d'autres termes, il nous faudra œuvrer à accélérer la mise en œuvre des projets en cours pour la réalisation d'infrastructures d'énergie, de transport, d'assainissement et de santé. Vieille de 40 ans, la coopération entre l'État et le groupe BID est cependant des plus dynamiques. Le Sénégal s'affiche comme le premier pays partenaire du groupe en Afrique subsaharienne avec un cumul d'approbation de près de 1200 milliards de francs CFA. À Matam, les semences et autres intrants subventionnés sont mis à la disposition des producteurs à temps. Au niveau des périmètres agricoles, certaines cultures, comme l'arachide, évoluent normalement. Plusieurs producteurs ont pu acquérir leur matériel à moindre coût grâce à la subvention de l'État. Le point avec Oumou Kalsoum Sall. Nous sommes à Sédo Sébé, dans le département de Matam. Malik Tchongan, aidé par sa famille, procède au sarclage de son champ d'arachide 1 mois après les semis. Une technique qui permet d'enlever les mauvaises herbes et une meilleure infiltration. Ce producteur d'arachide, satisfait de l'état des plants, se félicite de la disponibilité à temps des semences subventionnées par l'État. Nous achetons le sac de 50 kg de semences d'arachide subventionnées à 15 000 francs. Mais si c'est dans le marché, ce sac est à 50 000. Il y a une grande différence. Nous avons reçu aussi de l'arachide
50 tonnes, du niébé, nous avons reçu 50 tonnes, nous avons reçu du maïs 30 tonnes, nous avons reçu aussi du sorgho 21 tonnes. C'est ce qu'on a reçu subventionné au niveau de la région, qu'on a réparti au niveau des 3 départements. Et ça, combiné aux réserves personnelles des producteurs, nous pensons que la superficie qui sera emblavée pourra être très importante. Si les semences de spéculation telles que l'arachide, le sorgho, le maïs sont bien disponibles au niveau des points de vente, pour le riz, la situation est différente. Si au niveau de Matam on ne peut pas en trouver, il faut aller à Richard-Toll ou bien il faut aller à Dagana pour trouver des semences. Donc c'est des difficultés. Donc on les reçoit très cher. Mais aussi, la quantité n'est pas suffisante pour tout le monde. C'est un grand problème que les gens là sont en train de déplorer depuis des années. Depuis des années, ça fait partie des doléances de la région de Matam. Nous reconnaissons que la production de semences certifiées n'est pas encore suffisante pour prendre en compte tous les besoins des producteurs de riz au niveau de la région de Matam. Nous avons toujours recommandé au niveau de la région d'essayer une nouvelle stratégie qui est de mettre à côté de chaque grand aménagement une superficie dédiée aux semences certifiées pour ne pas aller à Saint-Louis chercher des semences, parce que c'est un coût supplémentaire pour le producteur. Pour une agriculture compétitive, l'État investit aussi sur le matériel agricole. Avec une subvention de 70%, il facilite l'acquisition de ces équipements aux producteurs. Qu'on est à 42 tracteurs reçus sur les 48 prévus. Nous sommes à plus de 300 au niveau de la région et à 751 semoirs au niveau de la région qui sont vendus. La moitié de ces équipements qui sont mis en place sont vendus. Pour ce producteur qui vient d'acheter un semoir, la satisfaction est grande. Avant, ça coûtait 100 et quelques mille. Avec la subvention de l'État, maintenant, la semoire coûte 70 880. Ça nous a aussi beaucoup aidé. Ça nous a aussi beaucoup aidé. Pour ceux qui ont la bourse très faible, ils peuvent acheter les semoirs maintenant. Vraiment, nous félicitons l'État. Si nous arrivons aujourd'hui à faire ces superficies-là, c'est à cause du matériel qu'on a mis en place. Et ce matériel nous a apporté vraiment beaucoup de choses. Ça nous a fait gagner du temps, ça nous a fait gagner de notre force. Maintenant, toujours, on nous demande aussi d'augmenter. D'augmenter vraiment de ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas seulement des grands périmètres au niveau de la région de Matam. Il y a des PUV, des périmètres irrigués villageois, qui ont besoin des GMP aussi. De cette année, les subventions de l'État ont varié de 12 milliards à 14 milliards pour la subvention, pour les semences et le produit matériel, surtout pour les semences. Vous voyez, il y a 2 milliards de plus que l'État a mis cette année pour les semences subventionnées. Maintenant, pour tout le pays. La qualité des semences et autres intrants, une condition sur laquelle l'État ne transige pas. Les fournisseurs en sont conscients et au niveau des services techniques, une attention particulière est accordée à ce paramètre selon le directeur régional du développement rural. Promotion de l'élevage dans le sud et le sud-est du Sénégal. L'État a mis 3 milliards pour financer diverses activités. 5 ans après, le projet en charge de cette mission évalue ses activités. Le PDSOC veut faire mieux dans les années à venir. Tchorodia. Galé, une localité située à 105 km de Tambacounda. Ici, les populations souffraient le martyre suite à la panne du forage qui était fonctionnel depuis 1993. C'est ainsi que le projet de développement de l'élevage au Sénégal oriental et en Haute-Casamance a pris la situation en main en réhabilitant l'ouvrage. D'autres forages ont été construits par le projet et des bassins de rétention aménagés. Pour améliorer un peu les conditions d'abreuvoir du cheptel dans sa zone d'intervention, le PDSOC a eu à réaliser au total 7 nouveaux forages pastoraux, dont 4 dans la région de Tambacounda et 3 dans la région de Kolda. Et il a eu aussi à réhabiliter 10 anciens forages dans ces 2 régions. Pour améliorer la production animale, une quantité importante de doses de vaccins a été distribuée au niveau des services vétérinaires de Tambacounda, Kolda et Kédougou. En plus, 1200 tonnes d'aliments bétail, 200 tonnes de graines de coton et 800 pierres à lécher ont été mises à la disposition des éleveurs. Le reste a été investi dans la logistique pour
agents d'élevage, parce que comme vous le savez, nous avons payé des véhicules neufs, 13 véhicules neufs, à tous les services d'élevage des 3 régions de Tamba, Kédougou et Kolda, et autour de 38 motocyclettes également pour les postes vétérinaires qui n'en disposaient pas. Sur le plan amélioration génétique, la race locale a été renforcée avec l'introduction de races étrangères dans les troupeaux. Le géniteur Pédesok, c'est pour la MDE de Koumpentoum. Donc c'est pour tous les éleveurs de la MDE de Koumpentoum, de la commune de Koumpentoum. Un éleveur qui a une vache qui veut être saillie, il l'amène. Il prend en charge d'abord l'alimentation de sa vache et il donne un forfait de 10 000 francs pour le géniteur. Le PDSEC s'est aussi beaucoup investi pour aider les éleveurs à se professionnaliser. Ça nous permettrait également de faire plus de capacitation au niveau donc des éleveurs. La modernisation de l'élevage requiert la mise en place d'infrastructures. C'est ainsi que des magasins de stockage, des aires d'abattage, des marchés à bétail ont été construits. Le PDSOC a aussi installé des mini-laiteries. Sur le plan financier, une ligne de crédit de 500 millions de francs a été mise à la disposition des éleveurs. Vacances citoyennes. La caravane a effectué une visite à l'Institut national de la formation des jeunes aveugles du Sénégal, INEFJA. Sur place, le ministre de la Jeunesse a pu constater les travaux de réhabilitation effectués par son département. Il s'est aussi engagé à soutenir l'Institut. Ibrahim Andong. C'est à l'entrée des caisses que la caravane a été accueillie par les jeunes. Après quoi, direction l'Institut national de formation des aveugles du Sénégal. Et c'est de cette manière que le ministre de la Jeunesse franchit le portail de l'INEFJA. S'ensuit un tour dans les différents bâtiments pour constater les travaux réalisés par son département. C'est avec beaucoup d'émotion que peut-être on va parler. Il n'y a pas de discours. Dans de pareils moments, on ne prépare pas de discours. On dit ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent doit être en phase avec les actes qu'on doit poser aujourd'hui et dans le futur. Je voudrais remercier le Conseil national de la jeunesse d'avoir initié ce camp, basé exclusivement sur la générosité et la citoyenneté. Mais pour nous croyants, je dirais basé exclusivement sur la foi. Les jeunes que nous avons vus ici n'ont rien fait pour mériter leur handicap. Même s'ils n'ont pas la possibilité de voir les travaux de réhabilitation, les pensionnaires de l'Institut ont tenu à exprimer leur satisfaction. Au nom de tous mes camarades, nous vous remercions avec la réparation et la réhabilitation de la grille de protection du terrain de Cécifoot. En plus de la reprise de la peinture que nous ne voyons pas, mais dont nous sentons la fraîcheur et la beauté. Dans l'avenir, nous espérons que vous allez nous accompagner pour une prise en charge plus correcte et plus régulière des besoins des jeunes aveugles de l'INEFJA. Cette visite du ministre a aussi permis aux jeunes de soulever un aspect, une meilleure implication des jeunes pour la concrétisation du PSE. Ce moment privilégié nous donne l'occasion de revenir sur les grands actes de l'unique cadre référentiel de la politique économique du Sénégal, mais également sur l'impératif d'impliquer dans sa mise en œuvre les jeunes qui constituent un segment essentiel, pour ne pas dire indispensable de notre société. Il est impératif dans ces moments de haute portée symbolique de remettre les jeunes et les valeurs civiques au cœur de nos discours, mais surtout de nos actions publiques. Il est tout aussi urgent d'agir sur la cible jeune, car elle est la plus vulnérable, mais surtout parce qu'elle est le socle sur lequel se bâtira notre nation, et nous en sommes très conscients. En plus de ces différents travaux réalisés au profit de l'Institut, Mame Mbaye Niang a aussi pris certaines décisions
Elles sont relatives à une meilleure prise en charge des élèves, le renforcement du plateau technique, entre autres. Merci. Le général Victor Tine remplace le général Pape Samba Camara au commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La passation de service a eu lieu à la caserne Maliksi en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Seydina Lunfala. Après 3 années à la tête de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le général Pape Samba Camara passe le témoin. Ancien conseiller à la Défense au ministère des Affaires étrangères, le général Victor Tine a été officiellement installé à la tête de l'institution en présence du ministre de l'Intérieur. Les défis à relever ne manquent pas pour le commandement de la brigade des sapeurs-pompiers. La première priorité aujourd'hui, c'est la question des inondations, très certainement. Ça, c'est dans l'urgence parce que nous sommes en saison de pluie. La saison de pluie s'est installée pratiquement sur l'ensemble du territoire. Un travail a été fait ici par mes prédécesseurs et donc je compte en tout cas m'appuyer sur cela pour essayer d'aller encore de l'avant. Les accidents de la circulation, les cas de noyade, autant de sujets qui préoccupent. Il y a encore des efforts à faire. Nous sommes en période de vacances. La chaleur s'est installée partout dans le pays, notamment au niveau de la côte. Les gens qui habitent la côte ont tendance, notamment les jeunes, en cette période de vacances, ont tendance à aller vers la plage. Un plan d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est en cours. Le commandement l'a affirmé. Cela va renforcer les moyens d'intervention de l'institution. La commune de Darou Pakachar dispose désormais d'un poste de santé moderne. L'infrastructure a coûté plus de 150 millions de francs. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le déplacement pour présider la cérémonie d'inauguration. Les populations en ont profité pour exposer quelques doléances. Claire Diop. La commune de Darou Pakachar étrenne fièrement son tout nouveau poste de santé moderne. Plus de 150 millions de nos francs, voilà l'enveloppe financière dégagée pour la réalisation de ce bel ouvrage. Une aubaine pour les bénéficiaires. Une offre de santé de qualité à proximité est désormais disponible. Tout cela a été possible grâce à Serigne Cheikh Mbacké Diouf, un digne fils du terroir. C'est un grand poste de santé avec tout ce qu'il faut vraiment à l'intérieur, mais aussi des logements pour l'infirmier chef de poste et également pour la sage-femme. C'est dire que le Serigne a pensé non seulement au poste, donc au lieu de travail, mais il a aussi pensé à où devraient loger les personnes qui travaillent dans ce centre. Un engagement est pris par l'autorité. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale apportera l'équipement et le personnel nécessaires pour une prise en charge sanitaire correcte. Nous allons continuer dans ce sens et nous avons promis d'ailleurs que dès que nous aurons des ambulances, une viendra ici parce que c'est important que ce poste de santé ait aussi une ambulance. Sous le ndigal de Serigne Cheikh, des khalifes et de toute la famille, nous mettons ce poste de santé entre les mains de l'État. Sur la plaque que nous avons bien mis, ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons besoin de santé et de social. L'occasion est aussi saisie pour émettre quelques doléances. L'autorité attentive s'est engagée à rapporter le message acquis de droit. Nous avons aussi écouté quelques doléances qui sont légitimes, comme la route, comme l'électricité, comme les forages. Et je crois que tout cela fait partie des choses que nous allons apporter quand nous rendrons compte à Monsieur le Président de la République. Le poste de santé de Darou Pakachar porte le nom de Madjiguène Ndiaye, la dame, une icône dans le milieu de la santé. Depuis des années, elle parcourt le pays à travers sa voix pour sensibiliser les populations, les inciter à changer de comportement et à adopter les bonnes pratiques d'hygiène. Darou Pakachar lui a rendu un vibrant hommage. Les habitants sont sortis massivement prendre part à cette cérémonie d'inauguration. Sous le ndigal du khalife de cette cité religieuse, des prières ont été formulées pour l'émergence du Sénégal.
Dans cette édition, notre invité est Dr Annette Seck-Ndiaye, directeur de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui vient nous parler de ce projet, ce nouveau concept Yexina, initié par la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Alors, Dr Yexina, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, à quoi justement rime cette campagne ou ce nouveau système de distribution des médicaments que vous avez initié? Alors, merci. Voilà, le Sénégal, quand même, si vous permettez d'aller un peu en arrière, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est que le Sénégal s'est doté d'une politique pharmaceutique. Et cette politique pharmaceutique a pour but de rendre accessibles et disponibles les médicaments essentiels. Alors, la Pharmacie nationale d'approvisionnement est un des maillons, un instrument de mise en œuvre de cette politique de santé, qui vise à donc approvisionner et distribuer les médicaments essentiels, c'est-à-dire que les médicaments qui répondent aux besoins prioritaires des populations, vers les points de prestation de santé. Alors, jusque-là, la pharmacie, jusqu'en 2013, la distribution se faisait uniquement au niveau régional, avec les pharmacies régionales d'approvisionnement. Avec des stratégies innovantes, la pharmacie nationale a pu, grâce à ce qu'on a appelé la Pramobile, a pu couvrir 3 régions, Sédhiou, Kédougou et Kaffrine. Et toutefois, on s'est bien rendu compte que ça ne suffisait pas. Les populations n'arrivaient pas à obtenir leurs médicaments là où elles devaient les avoir, au niveau des points de prestation. Et sous l'impulsion de Madame le ministre de la Santé, le professeur Awa Marie-Coll Seck, nous avons réfléchi à de nouvelles initiatives, à de nouvelles stratégies innovantes de distribution. Et ainsi, nous avons dans 2 phases. La première, Dieguesina. Nous sommes allés jusqu'au niveau du district sanitaire. Et aujourd'hui, nous allons aller vers les centres de santé et vers les postes de santé, c'est-à-dire le niveau le plus périphérique de la pyramide sanitaire. Alors, Dieguesina, de Dieguesina à Yexina, quel est justement... Yexina, ça veut dire... je suis arrivé. Je suis arrivé. Dieguesina, ça veut dire... je me suis rapproché, justement. Je me suis rapproché. Alors, vous voulez aller jusqu'où, là? Alors, le meilleur, c'est Yexina, vous pensez bien. Yexina, si il permet d'améliorer l'accès des médicaments essentiels pour les populations, ça vaut bien le coup. Particulièrement aujourd'hui où vous savez que l'objectif principal pour notre pays, c'est la couverture maladie universelle. Et qui dit couverture maladie universelle dit offre de soins de qualité et dit disponibilité des médicaments essentiels. Alors Yexina a été lancé et aujourd'hui, tout le monde doit mobiliser les énergies, tous les acteurs, y compris la communauté, les collectivités locales, pour que les populations puissent avoir accès à leurs médicaments lorsqu'elles en ont besoin et qu'on puisse atteindre les objectifs de la couverture maladie. Alors le programme a été lancé aujourd'hui, ça va être pérenne. Et comment ça va se passer? Les populations vont-elles payer quelque chose ou bien Alors évidemment, vous savez que dans les structures sanitaires, on a ce qu'on appelle l'initiative de Bamako. C'est-à-dire que les populations participent à l'effort de santé. Mais encore faut-il que le médicament soit disponible. Et toutes ces stratégies visent justement à améliorer la disponibilité du médicament de qualité et bien entendu l'accessibilité, c'est-à-dire au meilleur coût. Voilà pourquoi aujourd'hui cet instrument, qui est un outil clé de mise en œuvre de la politique de santé, s'est investi pour qu'on puisse améliorer l'accès aux médicaments pour les populations. Ça va se pérenniser? Absolument. Aujourd'hui, on parle de Sénégal émergent. Sénégal émergent, c'est un pays qui développe son capital humain. Et ce capital humain, vous savez qu'un des piliers, c'est la santé. Lorsque les populations sont en bonne santé, on peut penser à l'émergence. Bien sûr. Alors dernière question. L'opération a commencé. Les populations vont vous voir un peu partout. Est-ce que vous ciblez toutes les régions du Sénégal pour cette année-là, ou bien ça va se faire petit à petit? Je voudrais préciser que notre cible directe n'est pas les populations, mais les structures sanitaires.
Hein. Et aujourd'hui, évidemment, le programme, l'ambition, c'est de couvrir l'ensemble des régions, particulièrement les régions les plus reculées. Les Sénégalais ont droit à des soins de qualité et ont droit à avoir un accès équitable aux soins de santé à tous les niveaux. Et c'est